ARES. Les podcasts de l'ARES. Votre passeport sonore pour mieux connaître et mieux comprendre l'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles. Zoom. Là où les voix expertes résonnent, où les histoires se dévoilent et où les idées prennent vie. Et où les idées prennent vie. Clap première, bonjour à toutes et à tous. Ce générique original associant les voix du personnel de l'ARES, vous l'entendrez régulièrement car notre institution ouvre la saison 1 des podcasts de l'ARES. Zoom, dézoom, immersion, 3 formats, 3 génériques qui vous emmèneront au travers d'interviews, de tables rondes ou de reportages à la découverte de l'enseignement supérieur de ces actrices et acteurs de terrain. Ces podcasts de l'ARES sont faits maison. Toute une équipe est derrière la conception de ce projet et sa réalisation. Quant au contenu que nous vous proposerons, aux voix qui vous les présenteront, priorité est donnée au personnel de la maison, fier de partager son expertise et enthousiaste à l'idée de prêter sa voix à ce projet inédit. Il est aussi de la maison, c'est même le numéro 1 de l'ARES, pour ce premier podcast de la première saison. Avec mon collègue Antoine Dutry, nous avons poussé la porte du bureau de l'administrateur Laurent Despy. Je suis Pierre Martineau et au nom de toutes celles et ceux qui ont permis la réalisation de ce premier épisode, je vous souhaite une agréable écoute. Bonjour Laurent Despy. Bonjour Pierre. Merci de nous recevoir ici dans votre bureau de la rue Royale à Bruxelles. Alors cette interview est en réalité une première car elle inaugure la série de podcasts que lance l'ARES. Au fil des mois, ces petites capsules sonores nous permettront d'aller à la découverte du monde académique, des hommes et des femmes qui en font la richesse. Alors depuis 2020, vous êtes donc l'administrateur de l'ARES, une institution qui fédère plus de 120 établissements de l'enseignement supérieur en Wallonie et à Bruxelles. Alors durant cet entretien, nous allons tout d'abord aborder Laurent Despy, l'homme et l'administrateur, son expérience et son expertise. Ensuite, nous tenterons de mieux cerner le rôle de l'ARES et de situer quelques-uns des enjeux de l'enseignement supérieur. Alors une première question. Un jour, Laurent Despy a été étudiant. Quel étudiant était-il en humanité puis dans le supérieur ? Laurent Despy, c'est amusant parce que je parle de moi à la troisième personne. Donc j'étais un étudiant intéressé, curieux, pas toujours discipliné, qui a besoin de faire 4 ans d'internat pour un petit peu m'isoler du milieu familial. Et puis j'ai terminé mon secondaire. J'ai commencé une année en droit, où j'ai beaucoup apprécié les cours non juridiques et moins les cours juridiques. Puis je suis parti pendant 1 an dans un kibbutz, donc j'ai travaillé en Israël dans une communauté. C'était un bel apprentissage de vie. Et puis à l'époque, parce que j'ai quand même maintenant 59 ans, j'ai fait mon service militaire. Donc c'est une autre expérience qui n'existe plus aujourd'hui, ou une expérience de laquelle je n'ai pas tiré que des éléments négatifs, parce que je pense que c'est aussi intéressant de regarder la vie autrement. Et puis j'ai fait mes études à l'ULB, une licence, à l'époque c'était une licence, c'était pas un master, c'était 4 ans, pas 5, en journalisme et communication. Et donc j'essaie toujours de m'intéresser à la culture, j'ai toujours été quelqu'un d'intéressé à la littérature, le cinéma, le théâtre, la politique. Et donc j'ai eu un parcours où j'ai fini avec une distinction, grande distinction, parce que je me suis investi dans mon mémoire, mais j'étais un étudiant qui aimait bien surtout la pratique et pas que la théorie pure. Et quel étudiant seriez-vous aujourd'hui ? Alors, je pense qu'à l'époque où j'étais étudiant, on manifestait pour des grandes causes déjà écologiques, ou des grandes causes, je me souviens d'être descendu dans la rue à l'époque contre l'installation de missiles en Flandre, pour essayer d'éviter que l'OTAN dévoile un peu une stratégie beaucoup trop lourde par rapport à la Belgique. Et donc à un moment donné, on s'était dit qu'il fallait descendre dans la rue pour se battre pour l'indépendance de notre pays, notamment par rapport à cela. Mais par contre, aujourd'hui, je pense que je descends dans la rue pour le climat, et je descendrai dans la rue parce que je pense qu'il est important, indépendamment de l'esprit critique qu'on doit développer, de garder une capacité d'indignation. Je pense que l'injustice est quelque chose d'inacceptable, et que donc, bien sûr, on vit dans le monde occidental, on est plutôt en situation confortable, on n'est pas des gens à plaindre, nous, mais
par rapport à des risques potentiels et surtout la grande angoisse, même si je ne suis pas un angoissé de nature et que je pense qu'il faut toujours positiver, c'est l'avenir climatique. Donc ça mérite effectivement de descendre dans la rue et de changer nos pratiques. Alors vous l'avez dit, vous êtes diplômé en journalisme et communication de l'ULB. Ensuite, quel était votre premier emploi et comment cela a-t-il influencé le reste de votre carrière, ce premier emploi? C'est vrai qu'après mes études, mon premier emploi, c'était un métier dans la communication politique, puisque je me suis retrouvé assez rapidement comme porte-parole de Philippe Busquin, qui était à l'époque le président du Parti socialiste, et donc j'ai dû gérer la communication pendant tout son mandat. Donc être responsable de la com à cet âge-là, c'est intéressant, mais c'est aussi un défi à relever, avec beaucoup de tensions, et l'époque, on l'a oublié aujourd'hui, mais à l'époque, il y a eu beaucoup d'affaires qui ont secoué le monde politique, et donc j'ai dû assumer en termes de communication des moments difficiles. Bon, ben, c'est aussi un apprentissage intéressant. Et puis j'ai eu beaucoup d'estime pour Philippe Busquin, quelqu'un qui est un homme intelligent et intègre, avec qui j'ai eu un vrai plaisir de travailler. Et puis après la présidence du PS, j'ai réorienté ma vie. Alors j'ai un petit peu travaillé au Parlement pendant 2 ans, au groupe de la communauté française, où je me suis un peu imprégné des matières de la communauté française. Et puis je suis devenu délégué du gouvernement auprès de l'ULB, commissaire du gouvernement près de l'ULG, enfin ULiège aujourd'hui. Et puis je suis devenu administrateur de l'Université de Liège et aujourd'hui à l'ARES. Donc c'est vrai que dans mon parcours, entre la communication politique qui m'a appris aussi à m'exprimer et qui m'a appris aussi à essayer d'éviter les conflits et d'être opérationnel en termes d'explication et de pédagogie, j'ai traversé en fait après les différentes facettes que le métier du côté administratif peut revêtir, au niveau du contrôle des universités, au niveau du directeur que j'étais, enfin l'administrateur que j'étais, puisque je m'occupais du personnel, des marchés publics, des infrastructures, etc., au sein du NIF, et aujourd'hui à l'ARES. Je trouve que j'ai vraiment traversé les différentes facettes de la fonction, avec une fonction plus tutélaire aujourd'hui, puisque l'ARES est quand même la fédération de l'ensemble des enseignements. Alors justement, l'ARES, pourquoi avoir postulé? Qu'est-ce qui vous a donné envie de postuler à l'ARES? D'abord, il fallait que le poste s'ouvre. Et donc, c'est vrai qu'a priori, il y a comme ça des moments dans l'histoire qui font qu'il y a des ouvertures. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a un poste qui s'est ouvert, j'étais candidat comme commissaire du gouvernement. Il y a un poste qui s'est ouvert, j'étais candidat comme administrateur de l'Université de Liège. Et ici, le poste s'est ouvert à l'ARES. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai changé de métier plus ou moins tous les 9-10 ans. Et donc, j'arrivais, je pense, à une fin de cycle. J'étais là depuis 9 ans à Liège, le poste s'est ouvert à l'ARES, je me suis dit, tiens, c'est intéressant de pouvoir me jauger et de voir, si j'ai les compétences, je pensais les avoir, mais il y a toujours une épreuve, puisqu'il y a quand même un examen avec de nombreux candidats. On est interrogé par les membres des institutions, donc les recteurs, les directeurs haute école, les ESA et les syndicats, c'est quand même pas rien. Et donc voilà, j'ai passé l'épreuve et j'ai été désigné et choisi par le CA de l'ARES. Et je pense que, encore une fois, mon parcours faisait que je me sentais à l'aise par rapport à une série de missions qui sont ici à l'ARES parce que je me suis présenté comme un facilitateur. Je trouve que ce qui est important dans une fonction comme la mienne, il y a des compétences techniques qui sont autour de moi. Moi, mon but, c'est de faire travailler les gens ensemble et de favoriser l'intelligence collective, le respect et de faciliter les choses entre les établissements et l'administration de l'ARES. Justement, être patron de l'ARES, ça veut dire aussi diriger plus ou moins 80 personnes. Quel manager êtes-vous en quelques mots? Moi, je base mon management sur 3 facteurs. L'écoute, le dialogue et la décision. Donc je pense qu'à un moment donné, travailler seul est quelque chose qui ne correspond pas à ma personnalité. J'ai toujours travaillé en équipe. Donc je pense que c'est toujours le triomphe de l'intelligence collective. Et donc il faut savoir entendre, écouter, faire la part des choses et à un moment donné décider. Et donc ma porte est toujours ouverte et je suis très sensible au dialogue permanent. Le service public, c'est quelque chose d'important pour vous, qui compte pour vous? Toute ma carrière, je l'ai fait dans le service public parce que quand on dit service public, c'est aussi service au public, mais aussi avec les valeurs du service public, c'est-à-dire des valeurs d'explication, de solidarité, de partage et de travailler pour la communauté. Alors je ne mets pas en cause celui qui choisit une autre voie, mais je pense qu'aujourd'hui, alors que parfois le service public est malmené, parfois l'enseignement supérieur est sous-financé, je pense qu'aujourd'hui, les balises que sont la sécurité sociale, l'enseignement, la formation, etc., sont des vecteurs publics essentiels à mes yeux, et donc je m'inscris totalement dans la défense du secteur public. Oui. Alors avant de clôturer cette première partie de l'entretien, quel est le meilleur conseil que vous ayez jamais reçu dans cette carrière et qui a influencé aussi la suite de votre carrière? Quel est ce conseil? Je ne sais pas s'il y a un conseil à donner. Je pense qu'à un moment donné dans la vie, quand on est confronté à la réalité,
Je pense que d'abord savoir écouter, c'est important. Avoir raison tout seul, c'est avoir tort. Donc je pense qu'il faut d'abord écouter, comprendre. Il faut avoir son point de vue, bien sûr, mais il faut le confronter. Il faut que le point de vue personnel soit confronté aux autres. Une fois qu'on a considéré qu'il y a un avis qui peut se forger, on le défend, mais il faut le défendre vraiment. Donc je pense qu'il y a un sentiment d'abord d'écoute, mais une fois qu'on a écouté et compris, on doit défendre avec acharnement et vigueur les valeurs qui sont les siennes. Parlons à présent des défis et des enjeux actuels de l'enseignement supérieur. Le nombre d'étudiantes et d'étudiants inscrits dans les universités et les hautes écoles ne cesse de croître, ce qui pose des défis en termes de logistique, de financement et de qualité de l'enseignement. Quel regard portez-vous sur ces différentes questions ? Je pense que l'apprentissage, la connaissance doivent être ouverte à tout le monde. Et donc je pense qu'aujourd'hui, qu'il y ait de plus en plus d'étudiants qui sortent du supérieur, que ce soit l'université, les hautes écoles, les ESA ou la promotion sociale, je pense qu'au plus il y a d'étudiants, au plus ça montre aussi que notre société est une société en mouvement, capable d'offrir la formation adéquate à un maximum de gens. Alors c'est vrai qu'il y a un taux d'échec important, il faut le constater, mais à titre personnel, j'ai jamais été un adepte de l'examen d'entrée, parce que je pense qu'il est important de pouvoir accueillir une somme importante d'étudiantes et d'étudiants, et de se dire que même si ils ont été moins bien formés dans leur secondaire, si le supérieur peut leur donner une chance, et que même si c'est à la marge, quelqu'un qui réussit, qui vient d'un milieu défavorisé, qui a été moins bien formé qu'un autre, qui réussit les études supérieures, c'est que la société fonctionne bien et qu'il y a une plus-value à cette société. Et que donc aujourd'hui, je pense que c'est vrai que les enjeux sont lourds. Il y a de plus en plus d'étudiants, vous l'avez dit. Il y a un problème d'infrastructure, parce qu'au plus il y a d'étudiants, au plus il faut les accueillir. Alors parfois, évidemment, on a traversé la crise Covid et qu'on s'est dit qu'il y avait des solutions alternatives à l'apprentissage en visioconférence. Ça a montré ses limites. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que si à certains aspects, on peut envisager, quand il y a un problème, d'avoir recours à la visio, rien ne remplace le contact direct avec le prof, rien ne remplace le contact direct avec le chercheur, le travail en laboratoire, etc. est essentiel dans l'apprentissage. Donc je pense que c'est essentiel d'avoir le contact direct avec l'apprenant et le professeur. Et donc aujourd'hui, je pense que le vrai problème, c'est le sous-financement. Et donc aujourd'hui, il manque cet élément-là. Donc je pense qu'il y a un problème de financement au niveau de la communauté française. Je ne jette la pierre à personne, je pense que c'est un constat. Et donc aujourd'hui, il faut trouver le système pour qu'à un moment donné, on accompagne aussi au mieux, on le fait déjà, mais encore mieux, l'étudiant en difficulté, parce qu'à terme, on va être amené, je pense, à revoir notre système d'apprentissage. Donc, est-ce qu'on va se diriger de plus en plus vers l'apprentissage par projet ? Il ne faut pas l'imposer, mais je pense qu'il y a des réflexions qui seront menées dans les différentes institutions. Comment on accompagne les étudiants et comment on revoit aussi les évaluations. Je pense que les institutions sont conscientes, il faut qu'elles s'en saisissent. Et une fois qu'on aura mis tout cela en place, s'il y a un financement et si on réfléchit bien aux infrastructures adaptées, on trouvera des solutions adéquates. Alors, un de ces enjeux, c'est l'intelligence artificielle. ChatGPT, vous utilisez ? Je n'utilise pas, mais en même temps, on ne pourra pas faire sans. Je pense qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle a montré qu'en termes de calcul, en termes de logarithmes, en termes d'outils que ça pouvait représenter, que ce soit en termes de recherche, d'analyse sur le climat, que ce soit en termes de calcul, etc., c'est une machine phénoménale. Le tout, c'est que ça reste qu'une machine. Et donc, ça ne remplacera jamais l'intelligence collective, ça ne remplacera jamais non plus le savoir-faire et l'intelligence humaine. Il faut le prendre comme un outil. Alors, c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas que ça réduise la capacité de raisonnement et que ça réduise la capacité d'écriture dans l'apprentissage de l'enseignement universitaire ou haute école. Mais je pense que dans le monde privé, c'est de plus en plus utilisé. Le tout est de savoir comment ça va évoluer par rapport à des risques de perte d'emploi. Mais ça, c'est sur le volet de l'économie. Je pense que si c'est bien contrôlé et que c'est accompagné, on devra faire avec. Quelle est votre vision pour l'avenir de l'enseignement supérieur francophone en Fédération Wallonie-Bruxelles ? Je pense qu'il y a déjà des échéances qui vont arriver. Donc, on devra voir aussi comment vont évoluer l'évolution, puisqu'on vient de changer le décret paysage avec des règles qui ont changé. Donc, on verra dans X années, quand on évaluera le décret, si on a fait fausse route ou pas. On va voir la réussite ou pas des inscriptions maintenant dans la formation, dans la nouvelle formation des enseignants. On verra à l'avenir comment gérer au mieux les habilitations et les demandes des habilitations. Je pense qu'il y a une offre importante et que notre enseignement en Belgique
est un enseignement de qualité. Je pense que c'est intéressant de mesurer quand on compare avec la France, quand on compare avec l'Allemagne, avec d'autres pays européens, mais avec d'autres pays hors Europe. Je pense qu'on a en Belgique un enseignement de qualité. Donc ça veut dire qu'on a des bons profs, des bons chercheurs, tout type d'enseignement confondu. Donc ça, évidemment, ça attire aussi des étudiants venus de l'étranger. Ça attire aussi beaucoup de Français parce que le type d'enseignement est différent en France et que parfois, comme il y a des limitations qui sont imposées, il y a des étudiants bien formés qui ne réussissent pas à rentrer dans l'enseignement français qui viennent chez nous. Donc ça, on le sait, donc on doit faire avec. Donc je pense qu'il y a un avenir parce qu'on a un enseignement de qualité, mais le tout est de savoir comment on accompagnera mieux les étudiants pour augmenter le taux de réussite. Alors cet enseignement de qualité, que fait l'ARES pour le faire rayonner à l'international, ici en Europe et ailleurs dans le monde ? Alors je pense que l'ARES, elle fait beaucoup de choses. Elle fait beaucoup de choses au niveau interne, donc on en a parlé de la Belgique, au niveau de l'analyse des décrets, au niveau de l'accompagnement des décisions qui sont prises au niveau du Parlement et par rapport à l'exécutif. Donc on accompagne par rapport à une expertise. On a 2 grandes fonctions à côté de cela. On organise aussi l'examen, le concours de médecine, puisque c'est un examen, ça devient un concours. On fait 2 choses très importantes au niveau de l'international, vous l'avez relevé. En termes d'internationalisation, on accompagne les établissements. Je pense que les établissements sont déjà capables de se valoriser eux-mêmes, c'est évident, et travaillent déjà aussi avec des structures comme les universités européennes ou du partenariat entre les hautes écoles. Mais l'ARES est là pour permettre aussi un échange de bonnes pratiques, des comparaisons d'expériences, et de se dire qu'au niveau des stratégies communes, au niveau des bourses de mobilité, au niveau des échanges, au niveau de la codiplomation, au niveau des relations internationales, on fait beaucoup. Et on est perçu comme un facteur de lien entre les établissements. Donc je pense qu'on peut toujours faire mieux, mais on le fait déjà bien. Et puis il y a un autre volet qu'on assure aussi très bien, pour lequel on a un programme avec un plan quinquennal, c'est tout le volet de la coopération au développement, où là, évidemment, on a un regard qui est plus centré sur les pays du Sud. Donc on a un partenariat avec les pays qui sont parfois moins favorisés, et on est là pour les aider, à les accompagner en termes aussi de mobilité, d'aider les chercheurs, d'aider les profs dans des échanges internationaux via la coopération. Alors, dans cette dernière partie de l'entretien, nous allons aborder les contributions de l'ARES pour l'enseignement supérieur. De quelle manière l'ARES fait-elle face aux défis actuels de l'enseignement supérieur, tels que celui de la digitalisation ou de la globalisation ? C'est une question complexe parce que je pense qu'aujourd'hui, je rappelle que l'ARES est une fédération. L'ARES n'est pas un pouvoir organisateur. Donc l'ARES, elle est là pour mettre en lien, dans une espèce de coupole, tous les établissements, qu'ils soient du supérieur. Donc, on ne va pas répéter, mais c'est donc les universités, les hautes écoles, la promotion sociale et les ESA. Donc, on est là pour favoriser les contacts entre eux et d'éviter à un moment donné des concurrences stériles. Mais c'est clair que la politique de digitalisation, la politique de globalisation, les institutions n'ont pas attendu l'ARES, puisque l'ARES existe depuis, on va fêter nos 10 ans. Je pense que quand on voit les universités européennes, quand on voit les travaux qui sont déjà menés, de plus en plus, au niveau international, il y a des liens qui se font. Alors, on peut participer, on peut aider, mais je pense que ce n'est pas nous qui sommes le moteur de recherche ou le moteur de développement. On peut constater la globalisation, on participe, quand on a évoqué tout à l'heure l'internationalisation et ce qu'on faisait au niveau des relations internationales, ça participe aussi au fait qu'on collabore à la vision stratégique des établissements au niveau européen, voire mondial, puisqu'effectivement on a des contacts avec des universités et des hautes écoles en Afrique, en Amérique latine ou en Asie. Donc c'est vrai qu'on participe, mais je ne pense pas que c'est l'ARES qui soit le moteur, mais on est plutôt un liant et un accompagnant. Quelle est la place des étudiants dans cette fédération ? Alors je pense qu'elle est importante, parce qu'avant, qu'est-ce qui se passait avant l'ARES ? Le monde politique interrogeait séparément les hautes écoles, les universités, les écoles d'art et les étudiants. Aujourd'hui, les étudiants ont une représentation de plus de X%, donc 20% en termes de poids au niveau du sein de l'ARES. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a autant d'étudiants que de recteurs. Ça va changer à terme parce qu'il y aura un recteur en moins, mais a priori, on a aujourd'hui autant d'étudiants que de recteurs. Il n'y a quand même pas tellement d'institutions, il y a autant d'étudiants. Idem
de manière proportionnée au bureau exécutif. Idem dans les chambres, on a comme des étudiants dans toutes les chambres, et puis on a des étudiants qui sont en nombre conséquent, notamment dans les commissions qui intéressent directement les étudiants. Je pense à la COVEDAS, je pense à la CAR, donc tout ce qui est la dimension sociale, tout ce qui est aide à la réussite. On a des étudiants présents et qui viennent parce que ça les concerne. Donc je pense que l'ARES a une capacité d'écoute par rapport aux demandes des étudiants. Alors, tout n'est pas rencontré, mais souvent, dans les rapports qui sont faits dans les commissions où les étudiants sont présents, ça a son poids. Y a-t-il un projet que vous avez mené durant ces dernières années au sein de l'ARES dont vous êtes particulièrement fier ? Mener un projet, j'ai d'ailleurs repris la fonction de quelqu'un qui était là avant moi, qui était déjà qui était à la base de la constitution de l'ARES. Donc je me suis aussi inscrit dans une continuité. C'est clair que les compétences de l'ARES, elles étaient là avant moi. Donc en termes d'analyse, notamment de tout ce qui était décrets et textes légaux, on a continué. L'examen de médecine qui devient maintenant le concours, il était existant avant moi, on a continué. C'est vrai qu'il y a une série de choses, on s'inscrit dans une logique de suivi. C'est vrai que je suis fier d'une chose, c'est qu'on a beaucoup contribué au niveau de l'ARES, en partenariat d'ailleurs avec le cabinet de la ministre de tutelle, à ce qu'on appelle le décret e-paysage. E-paysage est un décret qui peut paraître très technique, mais qui est de la simplification administrative, c'est-à-dire trouver des solutions plus adéquates en donnant moins de travail et donc être plus opérationnel par rapport au personnel administratif des institutions et de l'ARES. Et donc à terme, on va globaliser les données, on va renforcer la dimension statistique et renforcer aussi, pour éviter les lourdeurs administratives dans les institutions, un travail qui est on est encore à l'état d'ébauche. On vient de lancer le comité de pilotage, que j'ai la chance de présider d'ailleurs, qui existe depuis quelques mois. Et donc c'est un décret pour lequel on était fort associés et on a beaucoup travaillé. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est arrivé pendant la période où je suis administrateur. Et donc pour le reste, c'est vrai que c'est un continuum avec beaucoup de choses intéressantes. J'ai aussi déposé un plan opérationnel sur la table, en concertation avec les directions, qui a été unanimement accepté par le conseil d'administration, et donc j'ai été évalué positivement sur le sujet. Donc je suis content que sur la feuille de route qu'on a déposée, le CA nous a suivis. Alors justement, quelles sont vos priorités pour les prochaines années, priorités stratégiques ? D'abord, c'est de me faire réélire et être candidat à ma succession en avril 24, puisque le mandat s'arrête, donc j'espère être candidat à la candidature et j'espère poursuivre encore pendant 5 ans au niveau de l'ARES. Je pense qu'il y a des gros projets, on verra bien évidemment comment vont se passer les modifications décrétales par rapport à l'avenir des habilitations, il faudra y être attentif. Faire que l'e-paysage fonctionne bien, donc on est au début. Il faudra être attentif à une série de matières que nous avons lancées et de voir comment elles vont être encadrées et accompagnées. Et puis, je pense que ce qui est important aussi, c'est de se dire que par rapport au personnel de l'ARES, j'ai la chance de pouvoir travailler avec 80 personnes. Évidemment, ce n'est pas un énorme ministère, mais ces 80 personnes, c'est quand même déjà une belle structure, avec des gens compétents et des gens qui participent à des valeurs d'écoute, de solidarité, de générosité au service des institutions, mais avec une vraie plus-value d'accompagnement et de conseil. Et donc je pense qu'il faut maintenir cet équilibre-là entre... C'est toute la difficulté de l'ARES, c'est qu'aujourd'hui il y a une administration et puis il y a un conseil d'administration. Donc l'administration, lui, le conseil d'administration, il décide, c'est lui qui a in fine la décision, mais qui s'appuie aussi sur un travail en amont qui est fait par l'administration. Et donc parfois, je suis sensible au fait que les membres reconnaissent à leur juste titre la qualité du travail de l'administration. Et je trouve que ça se passe plutôt bien. Donc c'est à moi à veiller à ça aussi, reconnaître au mieux les compétences d'une administration au service de ses membres. Quel est le message que vous adressez justement à cette équipe de 80 collaboratrices et collaborateurs qui vous écoutent aujourd'hui ? Soyez épanouis, soyez heureux, cultivez vos différences, soyez à l'écoute, ayez un esprit critique et pensez toujours à l'intérêt commun. Un message pour les établissements ? Je dirais qu'il est un peu le même. Travaillez en commun, respectez-vous, favorisez les contacts les uns avec les autres, avec vos différences. Je pense que c'est en étant ensemble qu'on est plus fort et pas les uns contre les autres. Et un dernier mot pour les étudiantes et les étudiants ? L'ARES sera toujours à votre service pour trouver des vecteurs qui peuvent permettre votre épanouissement. Et si on peut vous aider dans la mesure du possible, nous ne maîtrisons pas les budgets bien entendu, mais avec des messages d'accompagnement et une véritable réflexion commune pour l'accompagnement à la réussite, pour les difficultés que le monde étudiant rencontre aujourd'hui. Et c'est vrai que le monde a changé, les coûts sont plus importants, la difficulté aujourd'hui pour un étudiant qui doit travailler pour payer ses études, elle est là. C'est difficile de trouver un logement par rapport aux étudiants, donc on est en phase avec eux pour les aider.
Merci Laurent Despy pour cet entretien, très franc, très cordial. Merci à vous. Ce fut un plaisir à tous les deux et donc je vous souhaite une bonne continuation. Voilà, merci. Donc comme nous le disions au début de l'entretien, c'est le premier d'une longue série. Les podcasts de l'ARES nous permettront de partir à la découverte du monde de l'enseignement supérieur, de donner la parole aux chercheurs, aux étudiantes et aux étudiants, d'aborder également des questions thématiques comme le genre dans l'enseignement supérieur ou le folklore estudiantin, de faire parler les chiffres, de décrypter les statistiques, de vivre un événement de l'intérieur. C'est de tout cela dont il sera question dans les prochains podcasts de l'ARES. À bientôt. Les podcasts de l'ARES. Merci d'avoir embarqué avec nous dans cet épisode du podcast de l'ARES. Retrouvez nos interviews, nos tables rondes et nos reportages sur votre plateforme de podcast. À bientôt Pour de nouvelles découvertes.